La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et aujourd'hui je reçois Alicia et Martin. Bonjour. 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 Eh bien je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer ? Honneur aux dames ? Allez, Alicia Lugan, je suis directrice de l'agence française Equalsari, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme spécialisée sur les sujets de prise en compte du genre dans l'aménagement et plus généralement le sujet des diversités, donc aussi beaucoup la place des enfants dans la ville. D'accord, Martin. Martin Paco, je suis architecte, j'édite la revue Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux, qui a copiloté avec la Fabrique des communs pédagogiques le concours Marseille Ville Récréative qu'on a lancé pour ces rencontres. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ce concours, rapidement ? Oui, ça c'est plus difficile. Oui. Eh bien, l'idée était d'arriver à faire quelque chose FAPEDA et Topophile et d'impliquer les étudiants en architecture, en paysage, en design. Et donc on a arpenté la ville et on a proposé plusieurs terrains d'expérimentation, en tout cas de réflexion pour ce concours d'idées, à la fois sur 3 échelles, l'échelle de l'école et de son environnement immédiat, l'échelle d'un quartier et l'échelle de la ville, et on leur a demandé de réfléchir à la place des enfants dans la ville, comment on peut faire classe dehors, et donc on a appelé ça la ville récréative, qui est un terme qu'on emprunte à Thierry Paco, qui avait fait une expo en 2015 sur le sujet, et on a retourné un petit peu la pratique de la classe dehors, qui aujourd'hui est de l'ordre d'une demi-journée, une journée par semaine, et de manière un petit peu provocante, on a proposé aux candidats d'imaginer la ville où on fait classe dehors 4 jours par semaine, qui évidemment dans cette proportion-là induit un certain nombre de changements. Et donc on leur a demandé de cogiter là-dessus. Et donc on a eu une vingtaine d'équipes candidates qui ont rendu des projets, tous très créatifs. Et de manière peut-être plus surprenante pour nous, c'était pas des étudiants ont répondu, mais aussi des professionnels. Certains avec 2 ans d'expérience, mais certains avec une agence, 15 ans d'expérience, ont joué le jeu. Tous ont été très créatifs et imaginatifs et ont vraiment rendu un travail de grande qualité qui est exposé là pendant les rencontres et sur lequel on va œuvrer véritablement avec Alexis Desplat également de la revue et de la FAPEDA qui a vraiment piloté, coordonné le concours pour que l'expo des planches, des propositions candidates soient accueillies par le CAUE de Marseille, la Maison de l'Architecture, l'école d'Archi et organiser d'autres débats à cette occasion-là pour mettre ce sujet sur la place publique, y compris non pas uniquement dans la communauté des pédagogues, mais aussi des concepteurs d'espace qui n'écoutent pas trop les usagers ou les habitants, en tout cas peut-être de plus en plus, soyons optimistes, mais encore moins les enfants. Donc si on peut mettre ça chez eux, c'est peut-être un premier pas. Mais justement, alors Alicia, à toi, dis-moi ce que tu fais et qu'est-ce que tu as, ton implication dans ce concours. Alors mon implication dans ce concours est nulle. Elle a été d'apprécier beaucoup la thématique. J'aurais beaucoup aimé travailler dessus, étant donné que c'était un concours avec bénévole, on peut le dire quelque part. J'ai pas pu m'investir dessus, mais la thématique était vraiment passionnante. En plus, il y avait vraiment ce jeu d'échelle, donc à petite échelle, enfin S, L et puis XL, que je trouvais très intéressante et qui nous intéresse puisqu'on vient de rendre une étude ADEME sur les territoires à hauteur d'enfants, donc ça aurait pu prolonger notre réflexion avec vraiment cette idée, notamment qu'aujourd'hui on a tendance à vraiment travailler sur des projets ponctuels, et nous ce que notre étude cherchait aussi à mettre en évidence, c'était cette importance de faire un réseau d'espaces publics aussi à hauteur d'enfants. Donc ça rentrait dans ce qu'on travaille, mais voilà, on s'y est pas investi pour cette fois. Mais c'est vrai que la question du parcours est fondamentale, et on a pu le voir d'ailleurs de manière très évidente peut-être pour les échelles XL et L, où les candidats ont souvent proposé des parcours, des promenades, de relier différents espaces entre eux, ou de suivre le cours d'une rivière et autres, mais on est vraiment dans le cheminement et dans l'autonomie des enfants dans leur cheminement, que ce soit dans le cadre d'une classe dehors avec leur enseignant, leur animateur, leur éducateur, mais aussi tout seul, de pouvoir se promener
promener dans la ville, se retrouver, se l'approprier. Mais alors, ce qui était le plus surprenant, c'est que même à l'échelle S de l'école et de son environnement immédiat, on a eu aussi beaucoup de réponses qui manifestaient le parcours et comment on vient relier l'école avec la friche d'à côté, tel interstice qui pourrait être des succursales finalement de l'école dans un autre cadre. Mais c'était très, très, très surprenant de voir que peu importe l'échelle, finalement la liberté de mouvement était fondamentale. Avoir une piste, alors qui peut être matérialisée par un trait de peinture, mais alors peut-être la matérialisation la plus originale qu'on a eue était par l'équipe belge de Mons, où c'était quelques enseignants de philosophie ou sur les études de vivant avec leurs étudiants en archi pour le coup. Et eux, ils ont proposé de débitumer une partie de ce quartier grands ensembles de Malpasset. Et en fait, ils proposent de faire des carottages dans le bitume et des semer des graines. Et donc, je trouvais que cette analogie du petit pousset, mais revisité, et c'est ça qui faisait le fil conducteur, et qui signalait le chemin des écoliers. Je trouvais ça assez beau comme idée. C'est vrai que le sujet des parcours, c'est un vrai enjeu. En fait, quand on parle des publics de l'inclusion, entre guillemets, l'enjeu au cœur de ça, c'est vraiment la question des parcours. Parce qu'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on est autonome finalement en ville. Et donc l'autonomie, ça se traduit par un point de départ, un point d'arrivée, et puis il y a qu'est-ce qui se passe entre ces deux espaces, et c'est souvent ce qui est négligé. On intervient sur des projets ponctuels, et c'est vrai que la question des parcours, on la travaille moins, donc elle est effectivement essentielle, et pour les classes dehors, elle est aussi d'autant plus essentielle que nous, on le voyait hier dans un atelier, on parlait de la question des moyens, de qui a accès aussi aux personnes qui peuvent aider à faire la classe dehors, etc. Et donc il y avait des enseignants qui déploraient le fait en n'étant pas dans des zones REP, ou en tout cas plus défavorisées, n'avaient pas forcément accès à toutes les associations qui aussi encourageaient à ce type de pratique-là. Et donc une autre personne lui répondait, oui, mais par exemple la pédagogie sociale, puisque là c'était dans la pédagogie sociale, c'est pas tant une affaire, c'est surtout une affaire de moyens humains, mais en fait dans l'éducation nationale, je pense que le cœur du sujet, c'est précisément les moyens humains. Quand on voit que les classes sont toujours plus surchargées, que les parents peut-être s'investissent pas toujours aussi quand il faut aller chercher, s'investissent ou n'ont pas forcément la capacité de s'investir, quand on a des boulots, c'est pas évident, mais pour accompagner les enfants ou quoi. Donc la question des chemins pour faciliter le fait de sortir dehors est un vrai enjeu pour faciliter la classe dehors, effectivement. Donc c'est plutôt chouette si dans tous vos propositions, les participants ont bien pris en compte cet enjeu-là, quoi. Est-ce que dans votre étude, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, me résumer un peu vos recherches, vos résultats, vos analyses voilà. C'était du coup, c'est une étude donc portée par l'ADEME, financée par l'ADEME, et qu'on a réalisée, et c'est une étude qui avait vocation à faire un peu un état des lieux de la production en matière d'aménagement de territoire à hauteur d'enfant, ou en tout cas de projets à hauteur d'enfant. Et donc on a analysé 13 projets d'espace public à travers la France, qui se distinguaient par une diversité à la fois de types de programmation, de niveau de budget, de niveau d'ambition, de types d'acteurs, etc., pour que tout un chacun puisse, en lisant l'étude, se dire qu'il était en capacité de faire quelque chose pour améliorer l'expérience des enfants en ville. Et l'idée phare, c'était de pouvoir vraiment mettre les enfants au cœur de cette analyse. Donc sur chacun des projets, on a fait des ateliers avec les enfants pour analyser ces projets qui étaient forcément livrés. Parce que nous, dans l'aménagement, on a pas mal tendance à valoriser des projets sur la base plutôt des intentions des concepteurs et des collectivités, et pas tant sur la base du retour à l'usage. C'est très très rare qu'on fasse des évaluations. Donc là, l'idée, c'était vraiment... Après, ça peut arriver ponctuellement qu'il y ait des évaluations, mais je pense que dans cette ampleur-là, c'était peut-être et sur ce sujet-là, c'était peut-être inédit. De toute façon, on en parlait tout à l'heure avec Martin, qu'on avait un peu tendance à toujours essayer de réinventer l'eau chaude. Donc là, ce qu'on voulait faire avec l'ADEME, c'était justement de pas refaire un énième guide sur les territoires à hauteur d'enfant, mais plus essayer d'apporter une petite connaissance. Donc voilà. Donc les enseignements sont multiples, donc je vais pas me mettre à tous les énumérer là, et puis je m'en souviens même pas
pas de tous, parce qu'on en a eu quand même franchement pas mal. On a travaillé avec plusieurs thématiques qui sont issues de l'approche genre que nous on travaille, et pour chaque thématique il y a plein d'enseignements, donc c'est un livre à picorer, mais après peut-être que dans les enseignements un peu phares sur le sujet des territoires à hauteur d'enfants, je pense qu'il y a vraiment ce sujet que par exemple la petite enfance et les adolescents sont quand même les grands absents de la prise en compte des territoires à hauteur d'enfants, ce qui peut être aussi un sujet d'ailleurs dans le sujet de la classe dehors, etc., même si on a vu qu'il y avait pas mal d'interventions autour des adolescents ou de comment est-ce qu'on fait la crèche dehors, etc. Mais donc c'est vraiment chouette qu'il y ait des personnes qui s'emparent de ça, parce qu'en tout cas sur les territoires à hauteur d'enfants, c'est quand même plutôt les enfants, je dirais, d'école élémentaire qu'on prend en compte, quoi. Très bien. Et du coup, cette recherche, on peut la retrouver en ligne, elle est disponible et c'est ouvert, tout le monde, qu'on soit enseignants, parents, citoyens, architectes, urbanistes, ça peut nous intéresser évidemment, ça peut nous nourrir. Oui, absolument. Effectivement, c'était pas mal à destination des collectivités, mais en fait aussi des groupes de citoyens, parce qu'il y a pas mal de projets qu'on a analysés qui sont des projets qui émanent de citoyens, des enseignants aussi, effectivement, pour par exemple comment aménager. Ça peut les inspirer sur les cours d'école ou des choses comme ça, même si on n'a pas analysé spécifiquement de cours d'école, ça fait partie d'un des projets, mais sur les rues des enfants, etc., ça peut effectivement être inspirant. On a d'ailleurs analysé un des projets qui avait été laissé en héritage suite à la première édition des rencontres internationales de la classe dehors, qui est le canapé forestier, qui pour le coup a été réalisé, d'ailleurs, je crois, juste avant ou au moment des rencontres internationales. Alors dis-moi, le canapé forestier, c'est quoi? C'est un canapé dans la forêt? Alors c'est un canapé fait de branchages, en fait. D'accord. Donc en plus réemploi, donc co-friendly, et avec canapé qui ressemble quasiment à un amphithéâtre. C'est un amphithéâtre. C'est pas un canapé de place, hein. Tu peux mettre un très très grand qui était dans le parc, qui avait accueilli les premières rencontres de la classe dehors à Poitiers en 2023. Exactement, et qui est donc resté en héritage et qui sert aujourd'hui à certaines classes dehors, et qui sert aussi hors de ces temps-là, par exemple, je crois, à des orchestres, pas des orchestres, mais des chorales qui viennent répéter. C'est devenu un élément multifonctionnel. Qui existe toujours. Qui existe toujours, ouais. Super, intéressant. Est-ce que vous vouliez... Martin, tu voulais ajouter quelque chose? Non. J'avais envie de dire... Si l'enquête d'Alicia est disponible sur le site de l'ADEME, la revue Topophile est en ligne tout le temps et accessible tous les jours gratuitement en ligne. C'est une très chouette revue. Tu peux nous rappeler le nom du site? Oui, c'est le nom de la revue, Topophile. Donc c'est topophile.net et le nom de la revue c'est Topophile, la midi-lieu, la revue des espaces heureux, où on retrouve aussi pas mal d'articles sur évidemment les enfants, les écoles. On parlait de réédition et de ne pas réinventer l'eau chaude, et parlant de parcours. On a republié un texte de Edmond Blanc-Garnon, qui était un inspecteur dans les années 1920, donc il y a un siècle, et qui déjà promouvait la classe dehors, ou un texte de Hugo Convence, qui était un botaniste allemand, qui lui disait en 1913, au premier congrès international des villes, que chaque ville devait avoir sa forêt, que chaque école devait avoir son jardin pédagogique, et que chaque classe devait faire des classes promenades dans son milieu pour en prendre connaissance. Donc finalement tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas nouveau, même si peut-être on a des prismes de lecture et des motivations nouvelles avec les considérations environnementales, l'inclusivité, l'égalité, etc. Mais la réalisation concrète finalement a déjà une longue histoire, et donc ce serait intéressant de comprendre pourquoi ça a arrêté à l'époque, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté, pour éviter ces écueils-là aujourd'hui. Donc je pense que l'enquête que vous avez... C'est la question que j'ai posée à un précédent podcast à un ancien enseignant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça je pourrais pas répondre. Je n'étais pas là. Mais oui, c'est une question très intéressante. Nous sommes vendredi, il reste encore demain. Est-ce que vous avez assisté à d'autres ateliers, à des tables rondes et à des conférences qui vous ont vous a intéressé, vous ont passionné? Pas du tout. Si, c'était chouette. Moi, j'ai participé du coup à un atelier sur la pédagogie, ce que la pédagogie sociale a apporté à la classe dehors.
qui était hyper intéressant parce que c'est pédagogie sociale, on n'est pas je me sens pas très loin de ce milieu-là, mais je connaissais pas forcément tous leurs outils, etc. Donc c'était assez chouette, même si on a moins fait le lien peut-être avec la classe dehors. Et puis aussi après sur des méthodes d'analyse, un outil de thermographie, donc une architecte doctorante qui essaye de partir des émotions pour faire des diagnostics notamment d'espace, donc ça c'était intéressant. Et puis ce matin les villes de Lille, Montpellier et Lyon qui ont partagé tout ce qu'elles font en faveur des enfants dans leur territoire respectif. Donc il était aussi intéressant d'avoir des retours d'expérience de villes qui ont amorcé ça depuis plus ou moins longtemps. Voilà. Martin. Moi, je dirais que peut-être le moment qui m'a le plus ému, c'était de rencontrer les candidats dont on avait analysé les dossiers et dont on avait débattu longuement avec le jury la semaine dernière. Et plusieurs d'entre eux, qu'ils soient marseillais ou non, ont fait le déplacement hier pour la révélation des lauréats au Palais du Pharo. Et donc finalement de les rencontrer après et de discuter avec eux sur qu'est-ce qu'ils font dans la vie, parce que finalement on connaît le nom de leur collectif, éventuellement leur prénom, mais je ne savais pas forcément qui c'était et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et donc ça c'était quand même assez chouette. Et puis de les voir entre eux se rencontrer et discuter et dialoguer, évidemment avec le public pour expliquer leurs travaux, mais aussi entre eux. Ça c'était ça ouvre plein de possibilités pour l'avenir, quoi. C'est trop bien. C'est très chouette. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose avant de conclure? Je pose toujours la même question. La première édition, c'était à Poitiers. Vous y étiez? Oui. Ouais. Là, on est à Marseille. Et si on devait choisir une ville pour la 3e édition, ce serait laquelle? Pas facile du tout, ça, comme question. Je connais pas toutes les villes. Ouais, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. C'est que tu citais juste avant, peut-être, qui ont des expériences. Oui, Lille, tu veux dire Lille, Lyon ou Montpellier. Il y avait une élue de Rennes tout à l'heure aussi. Je dirais aussi Avignon, ils sont hyper investis sur le sujet. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai que peut-être une ville un peu plus petite, ouais, Avignon, Besançon, aussi, ça peut être pas mal. Amiens. Parce que, oui, Poitiers c'était. Ouais, je dirais peut-être Avignon. Avignon. Ou Bordeaux aussi, pour les mettre un peu aux villes à hauteur d'enfants, parce qu'ils font beaucoup au niveau des écoles sur les cours buissonnières, mais pour le moment ça essaime pas sur d'autres sujets, j'ai l'impression. Donc voilà, ça peut être à double tranchant, ou il en faut une qui est déjà très investie, ou une que ça pourrait peut-être remuer. Mais... Oui, et qui a déjà un investissement par rapport aux enfants, mais un petit peu dedans pour l'instant. Oui, et donc comment on ouvre tout ça, donc ça peut être vrai que ça peut être un bon. La venue des rencontres peut favoriser et les obliger à élargir un peu leur horizon. C'est vrai que ce serait une bonne stratégie. Ça sortirait les cours buissonnières dans les rues. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous de m'avoir écouté. Et je vous invite à partager le podcast. Et je vous dis à la prochaine. Merci à toi.